Bon. Donc bonjour, donc moi je suis Ludovic Lenoyer, je travaille au LIP6 en apprentissage statistique, hein, plutôt à côté algorithmique. Donc ça va être une présentation avec moins de maths et puis pas d'images, mais avec des représentations, comme c'était le cas pour Antoine tout à l'heure. Et donc ça va s'intéresser à voir ce qu'on peut faire comme apprentissage de représentation dans le cadre de réseaux sociaux. Et puis là j'ai mis le focus sur la problématique de diffusion d'informations. Alors le contexte, c'est les réseaux sociaux, il y en a partout, il y en a de plus en plus, et puis c'est des données qui sont finalement assez nouvelles, parce qu'elles sont compliquées, elles sont multirelationnelles, dont parlait Antoine tout à l'heure, elles sont multimodales, elles sont extrêmement dynamiques, et finalement aujourd'hui, face à ces données, on a envie de développer des nouveaux modèles, des nouveaux algorithmes qui vont nous permettre de faire de l'apprentissage et de l'inférence pour tout un ensemble d'applications, que ce soit de la classification, de la prédiction de propagation, etc. Et puis on a quand même une contrainte quand on gère ces données-là, c'est qu'elles sont en grand volume, et donc on a envie de développer finalement des modèles assez simples au sens temps de calcul, et pas faire des trucs trop compliqués. Bon, ça c'est pour faire une jolie image, hein, donc c'est typiquement le genre de données auxquelles on est confronté. On a des utilisateurs, du texte, de l'image, différents types de liens, et puis éventuellement tout ça, ça bouge dans le temps, et donc on a envie de faire de l'inférence et de l'apprentissage sur ce type de données. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est une information particulière, qui est comment l'information se diffuse sur les réseaux sociaux. Hein, donc la diffusion de l'information, par exemple, si je prends Twitter, il y a une personne qui parle, et puis son tweet, par exemple, va être retweeté, voire recopié, légèrement transformé. On va dire que c'est la même information qui va temporellement bouger d'un utilisateur à un autre. Mais ça peut être aussi, par exemple, des diffusions de comportements, des comportements d'achat, le fait que si moi j'achète, je sais pas quoi, un ordinateur, mes copains vont acheter le même ordinateur, etc. Donc finalement, on a envie là-dedans de savoir si on est capable de prédire à l'avance comment l'information va se diffuser. Parce que si on est capable de prédire comment l'information se diffuse, on est capable de prédire quelle information va beaucoup se diffuser dans le futur, ce qu'on appelle le buzz. On va être capable de prédire qui diffuse bien l'information, ça c'est les leaders d'opinion. On va même être capable éventuellement d'empêcher que l'information se diffuse en étant actif sur les réseaux, donc ce qu'on appelle les contre-feux. Et donc c'est, on va dire, une problématique générique au cœur de pas mal d'applications, la prédiction de diffusion. Alors voilà, juste une belle animation pour dire c'est ça de l'information qui se diffuse, hein. C'est des gens qui vont propager une information textuelle, une image, etc. Et puis il y a des gens qui s'intéressent à la diffusion d'informations depuis longtemps dans les réseaux, c'est les épidémiologistes qui ont fait de l'épidémiologie, qui sont intéressés depuis longtemps à comment des virus, par exemple, se propagent, des maladies se propagent dans des réseaux de gens, ou alors même des comportements se propagent dans des réseaux de personnes. Et donc il y a tout un ensemble de modèles qui existent. La grande famille, c'est les modèles, ce qu'on appelle les modèles à cascade, dont le plus connu, c'est les cascades indépendantes, et ce sont des modèles probabilistes qui vont modéliser la probabilité d'infection d'une personne par une autre personne. Donc j'ai la grippe, j'ai une certaine probabilité de vous infecter. Et puis il y a tout un ensemble de variantes qui ont été développées, mais avec un petit peu la même idée de modèles discrets génératifs qui font modéliser comment l'information se propage dans le temps. Alors l'inconvénient de ces modèles génératifs, c'est qu'ils ont pas mal de limites. Alors d'une part, ils sont basés ou quasiment tous sur l'hypothèse que l'information ne peut se diffuser que sur les liens du réseau social. Donc en fait, on a une vision complète du réseau et tout se passe dans le réseau qu'on est en train de regarder. Ce qui sur le web nous pose problème parce que quand on fait une capture d'un réseau, on n'en capture qu'un bout, et donc certainement l'information elle peut sortir du réseau et re-rentrer par un autre chemin à l'intérieur du réseau. En plus, il y a plusieurs réseaux sociaux sur le web, donc l'information peut transiter par différents réseaux. Et puis, il y aura un autre inconvénient purement computationnel, c'est que quand on va faire de la prédiction, il faut faire de la simulation Monte Carlo, il faut faire de la simulation de comment l'information va se propager, et cette simulation-là, elle est extrêmement lente, et elle passe pas à l'échelle des très grands réseaux qu'on a sur le web. Donc l'approche que nous on a pris pour essayer de traiter ce problème, c'était de projeter le réseau social dans un espace continu. Et puis dans cet espace continu, on va pouvoir modéliser d'une part comment l'information se diffuse avec un petit peu moins d'a priori que les modèles génératifs qui font cette hypothèse de diffusion sur les liens. Et puis on va être dans un espace continu, donc on va pouvoir utiliser des outils d'optimisation continue, des modèles continus, et ce sont des modèles qui se paralysent bien, notamment sur GPU, et donc ça va nous permettre de traiter des très grands réseaux. Alors, il n'y a pas mon animation. Quelle est l'idée qu'on va avoir? L'idée en fait c'est de dire que dans les espaces continus, il y a des modèles de diffusion qui existent, et qui sont des modèles de physique, qui sont des modèles de diffusion de chaleur, et donc finalement on va essayer de faire une analogie entre la diffusion dans nos réseaux sociaux et la diffusion de chaleur dans un espace continu.
Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les utilisateurs du réseau social, on va les projeter dans un espace, et on va considérer qu'une information, c'est une chaleur qui se diffuse dans cet espace continu où on aura mis nos utilisateurs. Et puis plus un utilisateur sera chaud, et plus cela voudra dire qu'il est susceptible d'avoir été contaminé par de l'information. Alors, ça c'est les équations de diffusion de la chaleur. Je vais pas revenir sur ce modèle. Ce qui nous intéresse ici, c'est la diffusion de la chaleur dans un matériau uniforme, parce qu'on va considérer que notre espace latent qu'on est en train de construire, ça correspond à un matériau uniforme. Et finalement, si on regarde un petit peu ce que c'est ces diffusions de la chaleur, c'est un truc très simple, qui dit juste que la température du point X au temps T, c'est égal à cette valeur, où X0, c'est la source de la diffusion de la température. Donc c'est-à-dire je mets un point X0 très chaud à l'instant T égale 0, et puis la chaleur va se diffuser dans le temps de manière uniforme dans toutes les directions. C'est ni plus ni moins que ça veut dire. À partir de ce modèle-là, ce qu'on va essayer de faire donc, c'est de placer nos utilisateurs dans un espace de manière à ce qu'un modèle de diffusion de chaleur, donc là c'est la source de ma diffusion dans mon réseau social, ce qu'on a envie c'est de placer cette dame à un endroit de telle manière à ce que si la chaleur part d'ici, elle va contaminer les autres utilisateurs du réseau social, dans l'ordre où on a observé la diffusion dans nos données d'apprentissage. D'accord ? Donc on est en train un petit peu de sculpter notre espace latent pour mettre les bonhommes en bon endroit et que ça marche avec nos équations de diffusion de la chaleur. Comment est-ce qu'on fait ça concrètement ? Si on considère que la température d'un utilisateur I par rapport à une source de diffusion S, c'est donné par l'équation de la chaleur, ce qu'on va faire, c'est ni plus ni moins que apprendre les coordonnées UI et US dans notre espace latent. Et idéalement, on aimerait bien faire ça par régression des températures. C'est-à-dire que si on avait observé la température de tous les utilisateurs à l'instant T, on serait capable de faire de la régression pour apprendre la position des utilisateurs. Sauf que dans les données qu'on a, qu'est-ce qu'on observe ? On n'observe pas exactement la température à chaque instant. La température à chaque instant, ce serait quelque chose comme cet utilisateur a une certaine propension à être contaminé par de l'information à un instant T. Ce qu'on observe, c'est quand est-ce qu'il est contaminé. Par exemple, quand est-ce que l'utilisateur va adopter un certain comportement. Et donc, du coup, on a une sorte de supervision partielle. Et ça, on l'a traduit par un ensemble de contraintes. Alors, on a deux contraintes. La première contrainte, c'est que dans une cascade, donc une cascade, c'est une information qui s'est diffusée sur un ensemble d'utilisateurs. Si ma cascade, elle a la source S et que I et J ont été contaminés, je veux que la température de I soit plus grande que la température de J si I a été contaminé avant J. D'accord ? Donc les points qui ont été contaminés le plus rapidement sont les points les plus chauds. Et puis si I est contaminé par la cascade et que J n'a pas été, J c'est un utilisateur qui n'a pas été contaminé par notre cascade qui est partie de S, moi je veux la même chose, je veux que I soit plus chaud que J, parce que notre utilisateur J est plus froid, il n'a pas été contaminé par cette information. Et puis ces contraintes en termes de valeur de température, on peut les transformer comme des contraintes géométriques sur les représentations qu'on aura apprises, qu'on va apprendre de nos utilisateurs, et ça veut simplement dire que ce qu'on veut, c'est que si on a 3 utilisateurs, la source, un qui est contaminé, et puis un qui est contaminé après, ou alors qui n'a pas été contaminé, on veut que le deuxième soit plus proche de la source que le troisième. Et donc on a ces deux contraintes. Ces contraintes, on peut les injecter dans une fonction de coût classique, on va dire, une fonction de coût de ranking avec un IJLOS, et puis optimiser ça par rapport donc à tous les paramètres Z de chaque utilisateur observé dans notre réseau social. Et en optimisant ça par des méthodes de gradient stochastique, on obtient des positions des utilisateurs dans l'espace latent. Alors la question qui se pose derrière, vu qu'on est en train de regarder des réseaux sociaux, c'est que la diffusion, elle dépend pas uniquement de la source de l'utilisateur qui diffuse l'information, mais elle dépend aussi du contenu de l'information, parce que selon l'information, il y a des gens qui vont plus ou moins être intéressés, par exemple, par un tweet qui diffuse sur Twitter. Donc la deuxième question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut un petit peu modifier ce modèle pour prendre en compte le contenu de l'information qui diffuse. Et l'idée qui est derrière, c'est de jouer un petit peu, si je fais l'analogie avec la diffusion de chaleur, c'est un peu de jouer sur la densité du matériau dans lequel on fait la diffusion de chaleur. Et donc finalement, la source de la diffusion plus l'information, ça va un petit peu nous sculpter notre matériau, notre espace latent où la chaleur se diffuse. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est assez similaire finalement à ce que racontait Antoine tout à l'heure. On va considérer que notre contenu, alors QC c'est le contenu de la cascade C qui se diffuse, donc typiquement c'est un vecteur de fréquence de mots, ça peut être une image, un vecteur descriptif d'une image, n'importe quelle information. Et puis on va prendre une fonction fθ qui nous projette ce contenu
dans notre espace latent sous forme d'un vecteur Z. Et puis finalement, on va considérer que la diffusion de température dans notre espace latent, au lieu de partir de l'utilisateur source, elle va partir de l'utilisateur source plus une translation qui dépend de cette information de contenu. Donc ça, c'est illustré dans le schéma du bas. J'ai toujours ma petite dame qui parle sur Twitter. Elle peut écrire deux contenus différents, soit le contenu C, soit le contenu C'. Si elle écrit le contenu C, finalement, on va considérer que la chaleur diffuse à partir de ce point-là. Si elle diffuse le contenu C', on va considérer que la chaleur diffuse à partir de ce point-là. Et donc, dans notre problème d'apprentissage, il y a un truc en plus à apprendre. C'est pas uniquement la position des utilisateurs dans l'espace latent, mais c'est aussi les paramètres de cette fonction que nous on a pris linéaire, qui est une fonction dont le boulot, c'est de passer de l'espace du contenu observé, texte, image, que vous voulez, dans l'espace latent, et puis on va apprendre ça, tout ça conjointement, pareil, avec des méthodes de gradient stochastique. Pour donner juste quelques idées des performances qu'on obtient sur des jeux de données, alors sur des jeux de données réels, donc ils sont principalement deux corpus de blogs. Alors les blogs, c'est des blogs qui citent entre eux, donc la citation, c'est une diffusion d'informations. Ou alors sur des choses comme Dig. Dig, c'est un réseau social qui n'existe plus, je crois, maintenant, où les gens disent j'aime ou j'aime pas sur des news. On a comparé ça, donc c'est des choses où il va y avoir autour de la centaine de milliers de cascades observées en apprentissage et autour de 5000, 10 000 utilisateurs. On a comparé avec des modèles classiques du domaine et puis des approches naïves qui nous prédisent, par exemple, qui nous disent qu'un utilisateur, sa propension à être contaminé, c'est le nombre de fois on l'a vu apparaître dans la cascade, etc. Ce qu'on obtient, donc on a le modèle sans contenu, le modèle avec contenu. Le modèle sans contenu fonctionne de manière à peu près équivalente, voire un peu meilleure que les modèles de l'état de l'art, qui sont eux aussi des modèles qui prennent pas en compte le contenu qui se diffuse. Et puis notre modèle avec contenu, particulièrement sur le corpus Dig, qui lui a un contenu extrêmement pertinent, parce que c'est vraiment de la news, avec le titre de la news, il n'y a pas de bruit du tout dans ces données. On s'aperçoit que la prise en compte du contenu nous permet de mieux prédire comment l'information se diffuse dans nos réseaux sociaux. Ça, c'est la même chose, mais c'est juste sous forme de courbe précision-rappel. Et ce qu'on voit, c'est que le modèle vert, qui est le modèle donc espace latent plus contenu, et au-dessus des autres, il nous permet de mieux prédire que les modèles sans contenu, ou alors que les modèles qui marchent le mieux, les modèles génératifs qui marchent le mieux dans l'état de l'art. Et puis un dernier truc pour dire que vu qu'on est en train de projeter dans un espace latent, pour rigoler, on peut projeter ça dans un espace latent en 2 dimensions, et puis regarder un petit peu quelle est la tête de nos cascades à l'intérieur de cet espace latent. Et puis ce qu'on voit un petit peu ici, c'est des sortes de directions privilégiées de diffusion d'informations, et ces directions privilégiées, elles vont notamment dépendre du contenu de l'information. Donc on peut éventuellement imaginer que ce type de modèle pourrait permettre de faire de la visualisation de comment l'information se diffuse dans des données compliquées. Donc pour conclure, j'ai présenté donc un modèle qui permet de projeter des réseaux sociaux dans un espace continu et puis qui va utiliser cette projection pour prédire comment l'information se diffuse avec cette analogie, comment ça se diffuse en vrai et comment ça se diffuse comme de la chaleur dans l'espace continu. Ça marche bien et puis ça permet de prendre en compte le contenu, ce qui est extrêmement intéressant sur les données du web. Et ça permet de traiter des très grands réseaux, je ne l'ai pas mis ici, mais les temps de calcul pour les modèles dans l'espace continu. En plus, si on utilise des GPU ou des trucs comme ça, c'est beaucoup plus rapide que les modèles de l'existant. Et donc ça nous permet d'envisager des applications sur des très grands réseaux. Les perspectives, alors il y en a plusieurs. Alors il y a une perspective sur la multimodalité, parce que c'est aussi une réalité des données sociales. Alors on a déjà travaillé sur la multimodalité, mais pour la classification dans les graphes, et non pas pour la diffusion d'informations. Donc aujourd'hui, on est en train de faire des modèles de diffusion multimodale d'informations dans les réseaux sociaux. On s'intéresse aussi à des diffusions, à des phénomènes de diffusion qui sont peut-être un petit peu plus contraints, on va dire, plus complexes peut-être pas, mais plus contraints, et notamment comment des gens se déplacent, des trajectoires. On peut imaginer qu'une trajectoire dans une ville, par exemple, c'est comme une diffusion d'informations, c'est un utilisateur qui se balade. Et donc ce qu'on essaie de faire, c'est mapper notre espace latent par rapport à l'espace géométrique, et donc déformer finalement la carte du monde, comment les gens se déplacent dedans et éventuellement de leur profil. Et puis il y a un lien avec la recommandation, parce qu'on fait quelque part de la prédiction de comportement, de qui va faire quoi, et donc c'est pas très loin de la recommandation, et donc on commence à s'intéresser aussi au fait qu'on pourrait faire de la recommandation avec ce modèle-là, et notamment de la recommandation géographique, qui est une problématique assez à fort enjeu aujourd'hui chez les industriels. Prédire où est-ce que les gens vont aller, ça les intéresse beaucoup. Voilà. Merci.
Merci.